Bonjour, Pascal Schmitter, Crédit Mutuel Investment Manager. Je rappelle le centre métier et de gestion d'actifs du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Bienvenue à ce maintenant traditionnel webinaire sur le fonds CMAM Pierre. Alors, petite nouveauté, et puis je dirais plutôt agréable et avantageuse, disons, voici Aloïs Gouachon, gérant du fonds. Bonjour Aloïs. Bonjour Pascal. Bonjour. Dans un premier temps, ce que je vous propose, certains d'entre vous l'ont déjà rencontré, ne serait-ce qu'au détour d'un salon, par exemple patrimonial, il y a quelques jours, ont déjà eu l'occasion de pouvoir échanger avec lui et pouvoir jauger, je dirais ça, son professionnalisme. Je propose dans un premier temps peut-être de faire connaissance avec Aloïs. Merci Pascal. Donc tout d'abord d'organiser ce webinaire, à la fois pour effectivement donner l'occasion de me présenter et de présenter également les performances du fonds qui sont marquées cette année par une baisse forte depuis le début de l'année. Donc pour me présenter, donc Aloïs Gouachon, donc je travaille dans la gestion d'actifs depuis 15 ans maintenant. J'ai analysé beaucoup de secteurs, donc les secteurs pétroliers, de l'énergie, le secteur aéronautique, automobile, et j'ai récupéré la couverture des secteurs financiers et immobiliers il y a un an environ, quand j'ai rejoint les équipes de la gestion Action Europe du Crédit Mutuel AM. Merci Aloïs pour cette présentation et comme dit, elle nous permet dans un premier temps, disons, de savoir à qui on parle et je crois que c'est toujours intéressant dans les moments qu'on traverse aujourd'hui. Alors justement, entrons peut-être dans le vif du sujet d'un point de vue tout à fait, je dirais, objectif et honnête, disons, tournons pas autour du pot. Aloïs, la performance algébrique, disons, du fonds, est-ce qu'elle est, disons, quels sont dans quel environnement, quels sont les drivers de cette performance? Qu'est-ce qui a impulsé cette performance et son amplitude, peut-être, tout simplement? Donc effectivement, le fonds perd environ 40% depuis le début de l'année. C'est une amplitude assez exceptionnelle. Je voudrais juste dans les premiers slides peut-être présenter le contexte depuis vraiment une grande base historique, donc depuis sur les 30 dernières années. Ce qu'on voit ici sur ce graphique, c'est que en fait, il n'y a eu que 3 ou 4 crises depuis 30 ans de cette amplitude. Évidemment, il y a eu la crise de 2008 des subprimes qui a amené l'indice, ici l'indice immobilier européen à 3000 points avant de redescendre à 1000 points. Donc ça a été une baisse de 70% en quelques trimestres. Mais finalement, il y a eu aussi 2 autres crises. Donc le Covid, qui a été une crise un peu exceptionnelle, mais vraiment drivée par la demande. Et enfin, celle de 92, qui était une crise également plutôt par l'offre, puisque à ce moment-là, l'Allemagne se réunifiait et il y a eu une suroffre en fait, d'appartements en Allemagne notamment. Dans tous ces cas, vous avez eu une baisse donc, forte du marché immobilier, mais finalement l'amplitude que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire d'environ 38% en 6 mois, n'a jamais été connue hors la période de 2008. Donc comme tu le mentionnes, la question c'est quels sont les drivers, pourquoi finalement cette baisse du marché immobilier coté de cette ampleur. J'ai représenté ici sur les 25 dernières années les taux d'inflation en noir et les taux d'intérêt 10 ans allemands en rouge. Ce qu'on voit ici sur ce graphe, c'est qu'au final, depuis 25 ans, on est sur une inflation qui a toujours évolué entre 1 et 2%, avant l'explosion récente dû à des problèmes de chaîne d'approvisionnement, pression salariale, mais surtout de l'énergie, qui a fait monter le taux d'inflation de 1 à 5%. Et pour refroidir cette surchauffe, les banques centrales doivent taper fort et augmenter les taux d'intérêt. Ce qu'on voit sur la courbe en rouge. On peut partir du principe qu'un des premiers facteurs, disons, c'est bien évidemment l'accroissement de l'inflation. Exactement, c'est ça. L'inflation est l'élément déclencheur. La conséquence en est l'augmentation des taux d'intérêt. Et le problème, c'est que le secteur immobilier est un secteur extrêmement endetté. C'est le secteur le plus endetté du marché. Et ici, j'ai voulu faire un exercice de présenter en fait les taux d'intérêt, donc cette fois-ci en noir, sur une dizaine d'années, et enfin sur plus même, sur les 30 dernières années, et en rouge, le marché immobilier européen, mais cette fois-ci avec une échelle inversée. Et on voit que la corrélation est très très forte. Et depuis 2010, la corrélation est même de 83%. Donc quand le marché immobilier, en fait quand les taux d'intérêt baissent, vous avez le marché immobilier qui augmente, et inversement, en fin de période, on voit que quand les taux augmentent très fort, le marché immobilier corrige extrêmement vite.
Ce qui nous a surpris surtout ici, c'est l'amplitude et la vitesse à laquelle c'est allé. Ici, j'ai voulu représenter, c'est un graphique un peu plus compliqué peut-être à comprendre, c'est sur les 2 dernières années, le parallèle entre les taux d'intérêt et la sous-performance du marché immobilier par rapport au marché européen. On voit qu'en 2020, en rouge, quand la courbe monte, c'est que le marché européen surperforme le marché immobilier. On l'a vu car au moment du Covid, il y a eu beaucoup de questionnements sur l'attrait des bureaux. Est-ce que finalement on allait revenir au bureau ou pas? Les centres commerciaux, est-ce que les centres commerciaux étaient viables, en tout cas dans leur forme actuelle? Et le pire a été vraiment à partir de mars 2022, on voit ici représenté par la barre en rouge, où quand les taux d'intérêt ont augmenté, la sous-performance du marché immobilier était très très forte et très violente. Donc on est quasiment à 35% de sous-performance par rapport au marché européen dans son ensemble depuis 2020, essentiellement dû au taux d'intérêt. Pas toujours très intuitif, mais bien évidemment très précis. Merci Aloïs, disons. On parle bien de sous-performance par rapport à l'indice. Exactement. Je crois qu'il faut bien le rappeler, parce que intellectuellement, c'est peut-être pas une gymnastique, disons, intuitive, disons. Mais en tout cas, très illustrative. Ce qui montre vraiment l'amplitude, en fait, le levier financier de ce secteur, puisqu'ici, donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais représenter, c'est que ce secteur étant surendetté par rapport à l'ensemble du marché européen global, vous avez effectivement une influence beaucoup plus forte des taux d'intérêt sur ce secteur. L'endettement par nature lié à l'immobilier. Exactement. L'endettement, finalement, c'est quoi? C'est le moteur, le sang du secteur immobilier. C'est à chaque fois que le secteur pouvait s'endetter pour construire, pour renouveler son parc, effectivement, ça a été de belles avancées, des belles choses. Maintenant, effectivement, le fait d'avoir des taux d'intérêt qui sont maintenant en territoire positif, à 2 ou 3%, ça veut dire que ça a un coût. Et ce coût va finalement entraîner un ralentissement du secteur. Donc on voit bien le chemin, donc augmentation des taux, de l'inflation qui a pour conséquence augmentation des taux et qui va renchérir, je dirais, le problème sur l'immobilier. C'est ça. Et après, on peut essayer de comprendre ou de regarder un petit peu... splitté par poche, quoi. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui, au sein du secteur, a plus fonctionné ou pas? Déjà, la première remarque qu'on peut faire, c'est que tout a été à la baisse. C'est-à-dire que la tendance a été unique et à la baisse. Pas un sous-secteur n'a réussi à tirer son épingle du jeu. Mais on peut remarquer quand même, j'ai envie de dire, 2 poches. La première qui est représentée par les bureaux et les centres commerciaux, qui ont perdu à peu près 20% depuis le début de l'année, et la logistique et le résidentiel allemand de plus de 40%. Pourquoi? Alors le résidentiel allemand est très très impacté parce que le plus endetté au sein du secteur. Et en plus, les rendements de ce secteur étaient relativement faibles. Et dans la logistique, c'était un secteur de croissance. Or, dans un monde où les taux d'intérêt augmentent, la croissance est un peu remise en cause. Alors, juste pour nos auditeurs, pour apporter un peu de précision, ces chiffres-là, disons, illustrent, en fin de compte, le marché ou CMAM Pierre? Alors, ici, c'est vraiment le marché. D'accord. Mais on va voir après, effectivement, pourquoi le fonds a peut-être un peu sous-performé par rapport au reste du marché immobilier coté. On peut le dire tout de suite, c'est que le fonds était un peu plus exposé à la logistique et au résidentiel allemand, qui ont malheureusement plus perdu depuis le début de l'année. Côté bureaux et centres commerciaux, c'était 2 secteurs en fait qui avaient un peu sous-performé l'année dernière, et donc finalement ils ont pu un peu amoindrir leur baisse depuis le début de l'année. Même si les questions peuvent encore une fois se poser sur ces deux secteurs. La question maintenant qui se pose, c'est ok, le constat effectivement est une forte baisse des valeurs cotées immobilières, mais est-ce qu'on voit vraiment dans les faits une baisse de la valeur des actifs immobiliers? Alors jusque, j'ai envie de dire, au milieu d'année, on ne voyait aucune baisse de valeur d'actifs. Au contraire, il y avait même des augmentations de loyers, des augmentations de valeur, que ce soit sur le quartier d'affaires, donc des bureaux à Paris, ou même dans la logistique. Sauf que depuis quelques semaines, on peut voir quand même que maintenant, si on regarde vraiment, on essaie de regarder jour après jour sur plein de réseaux différents, les valeurs des actifs, et on voit quand même qu'il y a une baisse. Ça a commencé en Suède, avec une baisse de 10% des actifs par rapport au pic de milieu d'année. Et même sur le résidentiel allemand, qui était censé être un des plus solides, il y a eu une baisse. On constate quand même des baisses de 1 à 5%, certes limitées, mais qui existent. Là aussi, pour nos auditeurs, donc on est sur une appréciation de valeur d'actifs, disons, et pas de cours de bourse, quoi. Disons, exactement. Voilà, juste pour apporter cette notion, disons, un peu différenciante, qui peut peut-être induire en erreur. Mais donc voilà, on a un cours de bourse, disons, qui est ce qu'il est, qui a le parcours que tu viens d'illustrer, avec les baisses que tu viens d'illustrer. Là, on est sur la notion d'actif, quoi. C'est ça, exactement. La question, c'est est-ce que vraiment, encore une fois, dans la réalité, on a vu une baisse aussi franche
qu'au niveau de l'aspect financier, donc des valeurs en bourse. Donc la première chose, c'est que maintenant on commence à le voir, donc on voit bien que le marché a anticipé cette baisse des valeurs. L'indexation également, l'indexation des loyers, donc c'est une grande question qu'on se pose, c'est est-ce que les sociétés vont pouvoir augmenter leurs loyers au même rythme que l'inflation? On a vu malheureusement des pouvoirs publics commencer à dire à certaines foncières de ne pas augmenter autant que prévu, notamment dans le résidentiel. Donc un espèce d'encadrement public, quoi. Exactement, c'est ça. Et au niveau des rendements, on était aussi tombé à des rendements très très bas. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, si je peux acheter une OAT à 3%, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un bien immobilier à 3% de rendement? C'est la grande question que tout le monde se pose. D'accord, donc le spread, il n'existe plus trop entre l'OAT et l'immobilier, quoi. Alors, on va le voir dans le slide suivant, qui est finalement les rendements historiques sur le marché immobilier. Alors, en rouge, c'est la moyenne du secteur. Et après, vous avez les sous-segments. Donc, on a vu donc la logistique, les bureaux, etc., les centres commerciaux. On voit que le rendement globalement du secteur immobilier est passé de 5,3 à 3,5%. Donc, effectivement, à 3,5%, on se rapproche malheureusement des niveaux de l'OAT. Bon, l'OAT allemand est encore à 2,3, mais on voit bien que l'écart se réduit. Mais le parcours 5,3 à 3,5, il n'est pas anecdotique, quoi. Exactement. Ouais. C'est un parcours qui a été logique, donc qui a suivi la baisse des taux, mais qui aussi a été expliqué par le fait que les fondamentaux restent bons. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on se déplace, donc j'ai pu aller en Suède, j'ai pu aller en Allemagne, j'ai pu voir aussi des actifs en Belgique, globalement, les actifs sont de bonne qualité, les fondamentaux du secteur sont bons. Il y a une demande, il y a un besoin, et il n'y a pas suffisamment de production de biens immobiliers. Alors, j'en profite juste parce qu'une des valeurs ajoutées du gérant, en tout cas chez nous, disons, c'est que le gérant, il va sur place, quoi, disons. Donc ça, c'est quand même une bonne idée. Merci de l'illustrer, merci de le reconfirmer, parce que c'est quelque chose que j'essaie de faire passer régulièrement. Et je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée de pouvoir parler de quelque chose qu'on a touché, entre guillemets, disons. Hein. Voilà. Exactement. Voilà, Ouais. Exactement. Et ça, on essaie de le faire régulièrement, donc j'irai à Londres bientôt. Bref, on voit bien que si aujourd'hui le marché bouge tellement qu'il faut vraiment aller voir les actifs et les acteurs pour savoir comment les marchés fonctionnent. Sur ce graphique, alors je ne vais pas tout expliquer, mais globalement, ce que je voulais illustrer ici, c'est qu'on essaie de travailler vraiment secteur par secteur, région par région. Donc on va travailler le résidentiel allemand, on va regarder le marché en Angleterre, le marché des centres d'affaires en France. Ce qu'on peut voir, c'est que globalement, ce qui est important, c'est vraiment les tout petits points que vous voyez sur chacun des graphiques en fin d'année, en 2023, qui sont, alors là, attention, ça peut être assez compliqué, qui sont les rendements implicites dans les cours de bourse actuels. Les cours, en fait, l'idée, c'est de savoir est-ce que la baisse de cours des 40% incorpore maintenant toutes les mauvaises nouvelles. Donc c'est ça que tu dis, c'est ça ta phrase, le rendement implicite, en fin de compte, embarque, je dirais, la baisse des cours. La baisse des cours. Voilà. Et on voit en fait que les petits points sont globalement au-dessus de la courbe qui serait ajustée finalement de la nouvelle hausse des taux qu'on vient de voir. D'accord. Ajustée donc en rajoutant évidemment l'écart historique qu'on a vu entre le rendement immobilier d'un marché et le taux 10 ans. Donc globalement, on voit que les points sont maintenant au-dessus de ces niveaux-là. Donc globalement, effectivement, le marché a fait plus que anticiper la hausse des taux et maintenant on a incorporé même trop de mauvaises nouvelles, selon moi, en fonction des secteurs. Donc ça dépend, sur le marché résidentiellement, c'est évident. Sur le marché anglais, en revanche, on peut voir 2-3 valeurs qui n'ont pas encore incorporé tout. Mais globalement, dans quel que soit le secteur, on voit que toutes les mauvaises nouvelles sont quand même énormément pricées, comme on dit. Bon, je tire deux points de conséquence de ce que tu dis. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets, dans l'esprit de constat qu'on fait depuis le début de notre intervention, là. Donc, c'est qu'effectivement, il y a de la résilience potentielle, ça c'est quand même la très bonne nouvelle, et peut-être, mais c'est très difficile, disons, de s'exprimer ainsi, peut-être un éventuel point d'entrée, disons. Hein, voilà. Hein, ouais, voilà, exactement. Ouais. C'est ce qu'on essaie ici vraiment d'illustrer et surtout de défendre en disant, certes, une baisse, donc la baisse a été radicale, mais trop radicale, trop exagérée selon nous, et quel que soit le segment. Après, et donc tes points implicites, disons, arguent dans ce fait. Exactement. Après, ce qui sera important maintenant de travailler, c'est à la fois le taux d'endettement. Donc, on sait que ces sociétés avaient beaucoup d'endettement, donc il ne faut pas entrer sur des noms qui ont des augmentations de capital potentielles. Et donc, c'est pour ça que certains points sont très très hauts
parce qu'en fait, malheureusement, on anticipe aussi une augmentation de capital. Donc là, il faut l'éviter. En revanche, certains points sont plus faibles parce que dans certains cas, vous avez quand même des augmentations de loyer qui peuvent être très importantes et qui peuvent rattraper finalement le niveau donc de rendement que l'on souhaite avoir, au moins théoriquement. Ici, c'est juste un travail sur deux secteurs, la logistique et les centres commerciaux, qui sont vraiment très débattus au sein en fait, du marché globalement, des gérants. La logistique, c'est un secteur qui est globalement en demande d'entrepôts. On a des forts taux quand même de commerce en ligne. On continue quand même évidemment à acheter en ligne. On est tous consommateurs, on comprend ce que tu dis. Et le besoin d'entrepôt est là, donc on a quand même un secteur en croissance. Donc certes, la croissance aujourd'hui est remise en cause, mais malgré tout, on pense qu'il y a énormément, encore une fois, de potentiel pour ce secteur. En revanche, les centres commerciaux, on voit que les points sont très au-dessus des rendements théoriques. Donc là, a priori, on devrait investir dessus, sauf que sur les centres commerciaux, on a chez nous des craintes de se dire, finalement, les loyers vont peut-être pas forcément augmenter comme l'inflation, parce que les consommateurs sont impactés par la crise énergétique, sont également impactés par, dans leur consommation discrétionnaire, ils vont sûrement faire des choix. La récession pointe son nez, donc finalement, on se dit les loyers vont peut-être même baisser. C'est pour ça qu'on attend de se positionner vraiment sur certains noms de centres commerciaux. Ça, c'est un point de vue CM, AM, quoi, exactement. Mutuel, asset management, et c'est plutôt, je dirais, courageux et important de le dire. Donc, globalement, on a fait une analyse de marché, disons, globale, disons, du marché. Est-ce qu'on peut... Alors, je crois que tu veux peut-être encore voilà, détailler deux autres choses, mais après, je dirais, nos auditeurs nous attendent aussi sur CM Pierre, disons. Ouais, c'est ça, bien sûr. Aloïs Gauchon, CM Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, juste ici, le dernier slide que je voulais présenter, c'est sur l'inflation. C'est vraiment une des questions peut-être les plus importantes dans le secteur. On sait que l'inflation est aujourd'hui autour de 8-10% globalement, incorporant les prix de l'énergie. La grande question, c'est est-ce que donc ces sociétés vont pouvoir passer l'inflation dans les loyers? Ce qui a été historiquement le cas dans les années 70 aux États-Unis, par exemple, on avait ce point de repère. Sauf que quand on parle aujourd'hui aux acteurs, quasiment tous nous disent au-delà de 4-5% d'inflation, c'est difficile de faire passer l'inflation à nos locataires. Il y aura renégociation de contrat. Donc aujourd'hui, dans nos chiffres, on ne met que 4 ou 5% de croissance. Ça peut être plus dans certains cas, dans la logistique, peut-être dans le stockage, mais globalement, il ne faut pas mettre toute l'inflation dans les loyers. Mécaniquement, on le comprend. Disons, on va dire industriellement et commercialement, si on est devant le mur de la récession, paupérisation des locataires, il y a d'autres éléments qui vont s'ajouter à ce raisonnement-là. Oui, c'est ça, bien clairement. C'est ça. Évidemment, le locataire sera... On préfère augmenter moins les loyers, mais garder le locataire, évidemment. Le taux d'occupation est essentiel. Tout à fait. Donc, comme tu le demandais, donc vraiment, qu'est-ce qu'on fait au sein du fonds CM Pierre? Donc, c'est un fonds qu'on a vraiment essayé d'alléger. Donc, il y avait plus d'une cinquantaine de valeurs. Donc, on a essayé de concentrer un peu le fonds vers une quarantaine de valeurs, avec des valeurs qui sont vraiment... L'idée, c'est d'avoir des valeurs relativement peu endettées, c'est-à-dire par rapport au secteur. Donc, vraiment, l'endettement est le point clé en disant, OK, on ne veut pas surtout aller sur des valeurs qui seront vraiment en stress au niveau de la dette. Donc, ce mouvement a déjà été réalisé de 50 à 40. Voilà, exactement. Il a été réalisé pour la très grande majorité des cas. Et on a fait entrer des valeurs qui, en revanche, sont effectivement beaucoup plus défensives. Donc, par exemple, le marché suédois qui était assez agressif en termes de croissance, en termes d'endettement, on l'a réduit. On est allé en revanche sur des valeurs qu'on verra tout à l'heure, notamment sur la santé, qui sont des valeurs plus résilientes, qui devraient passer des inflations de coûts un peu plus facilement, j'ai envie de dire, que le reste du secteur, et surtout qui sont sur des tendances longues, donc pour les maisons de retraite, les maisons de repos, les cliniques, les hôpitaux, qui sont également sur des baux de grande durée. Donc il y a deux choses dans le fond, je pense. Il y a les valeurs que vous avez conservées, disons, qui sont en étape de résilience potentielle, et puis il y a, je dirais, les ajustements, donc, de 50 à 40, qui, à l'aune de tout ce qu'on vient de décrire, disons, correspondent plus à votre position sur le marché, sur ce qui a drivé la baisse, et ainsi de suite. Donc on a l'addition de ces deux choses-là qui font que, aujourd'hui, on est devant certainement quelque chose d'un peu plus sympathique, quoi. Exactement. Et puis en plus, voilà, l'idée, c'est de dire aussi que malheureusement, le marché ayant rétréci de par la baisse actuelle, la liquidité des titres est plus faible. Donc, on ne peut plus jouer les petites valeurs qui étaient avant peut-être plus intéressantes. Donc, on préfère se concentrer sur des valeurs plus liquides, plus robustes,
Voilà, et donc il y en a un peu moins. Et ici, donc, vous voyez sur ce graphique, les points rouges indiquent vraiment celles qu'on a rentrées en portefeuille. Donc avec un endettement vraiment maximum à 50% de LTV, c'est-à-dire endettement par rapport à la valeur des actifs, et avec des rendements qui sont entre 5 et 6%. Donc quand vous avez des rendements de 5 à 6%, un peu de croissance de loyer et aussi un peu de développement, il y a des valeurs qui sont encore un petit peu, qui développent un peu encore, hein, toujours, donc 1 à 2%, vous arrivez quand même après à des niveaux, donc un profil d'investissement très très attractif aujourd'hui. Je rappelle quand même que, disons, c'est un fonds de société cotée, donc la liquidité par rapport au marché immobilier en direct ou via des SCPI ou SCI, disons, elle apporte un réel plus. C'est une des définitions qu'on apporte régulièrement à CMA Pierre. Même là, dans ce monde des sociétés immobilières cotées, on recherche une liquidité supplémentaire, quoi, hein, c'est ce que tu dis, un repositionnement. Hein. En fait, la liquidité était une valeur ajoutée, a toujours été une valeur ajoutée du fonds. Dans un contexte aussi exceptionnel que celui-là, il devient un peu négatif parce qu'évidemment, les investisseurs préfèrent sortir avant de réinvestir. Mais c'est à ce moment-là, effectivement, quand tout le monde est sorti, que les cas d'investissement deviennent vraiment attractifs. D'accord. Est-ce qu'on peut passer un peu sous le capot? Ouais, exactement. Donc l'idée, c'est, encore une fois, c'est comme de privilégier la diversification, qu'elle soit sectorielle ou géographique. Au niveau sectoriel, on aime quand même la logistique globalement. Donc encore une fois, les tendances longues, elles restent là. Moi, j'ai pu visiter des entrepôts, on en verra tout à l'heure, qui sont vraiment de grande qualité et qui ont besoin de, voilà, qui ont des preneurs très rapidement et avec des bons niveaux de loyer. Le résidentiel allemand, donc on y croit vraiment, on va le revoir aussi. Et puis, évidemment, les bureaux, un peu de promotion, un peu de santé. La santé, c'est peut-être ça qu'on a mis le plus en avant dans le contexte actuel. Au niveau géographique, 3 grandes poches, le Benelux, l'Allemagne, la France, à autour de 20%. Et puis enfin, des poches de diversification avec l'Angleterre, la Suède, l'Espagne aussi, et puis voilà, quelques autres pays. Ici, vous avez le top 10, donc il a relativement peu évolué en revanche, parce qu'on aime beaucoup les valeurs qui étaient dans le top 10. Donc on note quand même que le top 10, disons, représente quasiment la moitié du portefeuille. Oui, c'est ça, exactement. Donc encore une fois, il faut essayer de se concentrer sur les valeurs les plus liquides et qui présentent les meilleurs profils. Et la baisse actuelle des valeurs boursières nous offre vraiment des points d'entrée. Ce qu'on a peut-être rajouté dans le top 10, c'est Cofinimo, et on en parlera tout à l'heure. Mais vous avez des valeurs de logistique, de résidentiel, et également un promoteur. En 2022, donc vraiment les thématiques qui me semblaient importantes de rappeler, c'est à la fois essayer de préserver les résultats des sociétés. En fait, globalement, ces sociétés vont garder des résultats assez intéressants, quasiment pas en baisse, même en augmentation cette année, mais avec un endettement limité. Encore une fois, ici, on est sur un secteur qui est un secteur de bilan, pas tellement de compte de résultats. Donc, on a fait entrer Cofinimo et Edifica. On aime bien aussi toujours le monde de la logistique aux dépens des centres commerciaux. Argan fait partie de nos convictions. Et enfin, sur les profils défensifs, on a quand même rentré certains centres commerciaux, mais qui sont un peu particuliers, qui sont des galeries commerciales et qui présentent à la fois un rendement intéressant, un peu de croissance et de l'indexation des loyers. Alors moi j'aime bien répéter les choses, hein. Tu as parlé d'un secteur là, sur lequel on est, qui est plus sur des valeurs d'actifs, donc de bilan, en fin de compte, hein, comptable, que de compte des résultats. Je crois que c'est important de le rappeler. Hein, disons, permet peut-être de cerner aussi des fois comment les choses bougent, quoi. Exactement. Alors, je ne sais pas si tu parles. Voilà, bah, parfait. Tu me sais strasbourgeois. Donc, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du Rhin, là? Alors, ouais, exactement. C'est une très bonne question. Le résidentiel allemand donc, a perdu à quasiment entre 50 et 60% de sa valeur depuis le début de l'année. On arrive à des niveaux ici de valorisation qui sont historiquement bas. On n'a jamais connu ça, avec des décotes sur les valeurs d'actifs de l'ordre de 60%. Donc 60% de décotes par rapport à la réelle valeur des actifs comptabilisés, alors même que ces valeurs comptables sont déjà en décote par rapport au marché actuel. D'accord. Hein, donc on atteint des niveaux juste qui ne se sont jamais vus. Et comme chacun sait, les pourcentages ne s'additionnent pas et ne se soustraient pas. Oui, c'est toujours bon de le rappeler. Hein. Malheureusement. Et donc, alors pourquoi ça? La première, c'est l'endettement. Donc, on a vu que l'endettement était le point global le plus important du secteur et ces sociétés étaient les plus endettées. Donc, le secteur finalement a été quelque part logique. Maintenant, quand on voit comme à droite, les points sont au-dessus du rendement théorique. Donc, le rendement implicite après la baisse actuelle est largement aujourd'hui intéressant pour nous investisseurs.
Et la troisième chose, c'est vraiment, encore une fois, les fondamentaux du secteur. Est-ce que maintenant, les fondamentaux expliquent les points d'entrée intéressants qui sont aujourd'hui? La réalité, oui, et bien évidemment oui. Donc on voit bien ici, j'ai pris un exemple d'une ville en Allemagne, où on voit que les loyers, en fait, sont autour de 6-7 euros le mètre carré par mois. Et en fait, après travaux, une société comme Vonovia peut afficher presque 10, 11, 12 euros le mètre carré. Donc en fait, les loyers sont aujourd'hui très peu importants. On peut avoir augmenté les loyers. Les pouvoirs publics se mettent également en face si un foyer n'arrive pas à payer. Par ailleurs, l'inflation est relativement maîtrisée puisqu'elle est réglementée. Et enfin, globalement, l'Allemagne doit construire plus de 400 000 logements par an. Elle n'en construit même pas 300 000. Et la migration ukrainienne a fait également une poussée de demande d'appartements. Donc, et enfin, on est sur un cycle également de désendettement. Ces sociétés ont compris que l'endettement était clé. Malheureusement, elles ne l'ont peut-être pas compris suffisamment avant, mais maintenant, on est sur des niveaux d'endettement qui vont baisser. Ouais. Ici, je voulais juste montrer, donc si on essaie de faire un scénario, encore une fois, un peu de stress sur l'endettement, on voit que globalement, en rouge, certes, l'endettement est assez important, mais la décote donc, de 60% est juste extrême par rapport au reste du secteur. Il y a encore beaucoup de valeurs qui sont autour de 50% d'endettement et qui n'ont pas autant perdu. Et les deuxième secteur que donc, je voulais mettre en avant aujourd'hui, c'était le secteur de la santé. Donc, on a fait rentrer ces valeurs-là et on continue donc à en rentrer. Donc, l'idée, c'est de dire les maisons de retraite, de repos, des cliniques, les hôpitaux sont des biens immobiliers qui sont de grande qualité, des baux très long terme, avec une certaine indexation qui n'a jamais été vraiment remise en cause. L'endettement de ces sociétés est mesuré. Ils ont fait, Aedifica, par exemple, a fait une augmentation de capital récemment, donc elle est très très confortable sur son niveau d'endettement. Et vous avez des rendements autour de 5%, avec également, encore une fois, des créations de bâtiments, un peu de développement. Cofinimo a encore aujourd'hui indiqué qu'il faisait un investissement de 60 millions en Allemagne. Donc, à la fois du développement, de l'indexation, des rendements attractifs, tout ça dans un cadre d'endettement limité. D'accord, on est quand même sur un secteur un peu sensible, grand public. La perception qu'on a, pas de la santé, mais peut-être de l'accroissement de la durée de vie. Il y a eu des cas un peu spécifiques les derniers mois, disons. Donc voilà, là on est sur un peu autre chose. Et géographiquement, tu disais en Allemagne, donc. Hein. Alors ici, donc là c'était les investissements de ce matin de Cofinimo en Allemagne. En revanche, ils sont sur 8 pays. D'accord. Hein, donc sur plusieurs pays, donc c'est vraiment diversifié. Et quand on parle du cas vraiment hors PA, ces sociétés nous disent que c'est un cas vraiment unique. On n'a aucun équivalent en Europe. Donc, globalement, les opérateurs de ces maisons de retraite sont de bonne qualité et on voit que ça... Je n'avais aucun doute, mais si tu veux, le problème est toujours le même. Disons, on a des auditeurs, disons, il y a la presse, il y a les médias, il y a ce qu'on peut faire avec des nouvelles qui sont peut-être pas forcément celles de la réalité. Il nous appartient à nous d'être précis, disons, tout simplement. Exactement, voilà. Merci en tout cas pour cette précision. Et dernière chose que je voulais rajouter, donc c'est donc la logistique. Donc, je disais qu'on aime bien ce secteur globalement, et j'ai pu visiter un entrepôt donc de logistique il y a 2-3 semaines, qui est un entrepôt donc de Argan, qui a créé un concept qui s'appelle le concept autonome. L'idée, ce n'est pas non seulement de mettre des panneaux solaires au-dessus de l'entrepôt, mais de rajouter au-delà des panneaux solaires et des pompes RR, pompes à chaleur, pour éviter de consommer ce gaz. Donc, plus aucun gaz n'est consommé dans ces entrepôts. Et également des batteries. En tant que combustible pour le chauffage. Exactement. Oui, d'accord. Et des batteries, ce qui permet d'être autonome quasiment à hauteur de 75% en termes d'énergie. D'accord. Ok. On a fait un peu le tour, Aloïs, là, je dirais, du message. Alors, je crois qu'il y a, on fait signe, je crois, quelques petites questions des gens qui nous... merci beaucoup. Des gens qui nous écoutent. Alors... Ah bah voilà, une première question à laquelle on pouvait un petit peu s'attendre, mais quand même. Pourquoi, Aloïs, classez-vous Gecina en logistique et pas en bureau? Alors, c'est une bonne question. C'est sûrement une erreur peut-être de topologie. Effectivement, on a eu tellement un peu de mouvement sur les 10 premières valeurs. Effectivement, Gecina est plus évidemment sur le bureau. Et c'est une valeur que... Alors, si on revient... Ah non, attendez, c'est juste après... Alors ici, donc en fait, alors peut-être dans le top 10, Gecina, effectivement logistique, donc, ouais, donc ça c'est vraiment une erreur. Ce que je voulais vraiment indiquer ici, c'était au contraire une des seules valeurs sur le bureau effectivement sur lesquelles on investit.
Alors, Gecina, pourquoi? Parce que c'est une valeur qui est à la fois un endettement relativement limité, des actifs de qualité, et effectivement, c'est une valeur qui continue à avoir des revalorisations des loyers, qui étaient à un niveau relativement faible dans le passé. Et donc voilà, donc c'est une valeur qu'on apprécie. Logistique, effectivement, c'est une erreur, c'est bien un opérateur de bureau. Alors, ce que je note, effectivement, disons, c'est que nos auditeurs sont très précis et nous suivent, puisque, je dirais, ils trouvent même peut-être une erreur de typologie, quoi. Une autre question, mais en fin de compte, qui fait le lien avec quelque chose qu'on voulait aussi aborder. Avec la réglementation SFDR, quel article, quel label? Je crois qu'il y a une volonté, je crois, d'amener le fonds vers des classifications spécifiques. Je crois que tu voulais en parler aussi un petit peu. Oui, alors c'est Donc la question rejoint ce point-là. Ouais. exactement, ouais. C'est une très bonne remarque. En fait, donc aujourd'hui on visite énormément d'actifs, on s'aperçoit que une des priorités de ces opérateurs sont de mettre en place des bâtiments qui vont s'installer dans la durée, donc sur une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, voire plus. Et clairement, l'objectif est d'avoir des certifications extrêmement poussées au niveau environnemental. Donc, je pense que sur la décennie qui vient, les contraintes environnementales vont être tellement fortes progressivement, en 2025, 2027, 2028, il y a vraiment des paliers à atteindre en termes d'efficacité énergétique qui font que le caractère ISR finalement du fonds va être de plus en plus mis en valeur. Donc on souhaiterait, donc c'est une démarche qu'on va sûrement engager très prochainement, passer le fonds en fonds ISR, le labelliser, afin de mettre l'accent sur vraiment les sociétés les plus en avance sur ces aspects-là, et qui a priori profiteront plus de la résilience de leurs actifs. Super. Écoutez, je crois que c'était à peu près tout pour les questions. Alors moi, j'ai 2-3 choses à passer en conclusion. La première, j'étais très impatiente de vous faire partager la présence et la valeur ajoutée, la précision d'Aloïs. Je pense que vous l'avez tous bien noté, bien jaugé. C'est pour nous très important, pas seulement d'accompagner le marché, disons, dans les sens dans lesquels il nous emmène, avec les drivers qu'on a essayé le plus objectivement possible d'illustrer, de vous faire partager. Mais c'est avant tout, bien évidemment, et on s'y attelle vraiment beaucoup avec Valentin, Derry qui m'accompagne sur le marché des CGP, à être présent et précis. C'est ce qui nous anime au quotidien, présent et précis. Aloïs, des gens comme Aloïs, des gens comme Charlotte Perron sur Gold ou Rosane Cousin sur Leaders, disons, nous y aident particulièrement par leur professionnalisme et, je dirais, leur valeur ajoutée. Donc voilà, on se retrouve dans un trimestre. Très bien. Très bien. En tout cas, merci et très belle journée à vous toutes et à tous. Merci à tous.